Bon, donc est arrivée l'heure des conclusions. Je pense que je vais passer à l'anglais pour pouvoir inclure les participants. Ça vous est égal? Ça vous est égal? Ok, en français. Bon, donc on avait commencé ce matin avec des réflexions générales, puis on est passé successivement par le monde italien, mais en son rapport avec le monde en général, puis la Méditerranée, et notamment le passage de la Méditerranée, comment les artistes venant essentiellement de l'Occident et passant vers le Moyen-Orient et puis en Iran ont vu les choses. On a regardé le passage des images, des textes, des matériaux entre le monde occidental, notamment le monde anglais, néerlandais, vers la cour moghole, la Chine, et puis on a terminé en Iran au XIXe siècle. Alors, il y a bien sûr derrière tout cela un engagement à la fois avec cette conversation possible, mais avec ses limites probablement, entre les historiens et les historiens de l'art. Mais aussi, pour moi, peut-être, particulièrement dans ce cadre où on se trouve ici, qui est d'une chaire de l'histoire globale de la première modernité, je pense que c'est plutôt le rapport avec l'histoire globale qui m'intéresse. Et comme vous le savez, comme tous les termes qu'on utilise, l'histoire globale, c'est aussi quelque chose qui est contesté. On n'est pas d'accord sur ce qu'est l'histoire globale. L'histoire globale, à son plus ambitieux, peut être l'histoire à l'échelle mondiale. Et en réalité, on n'est pas très, très souvent capable de faire quelque chose à l'échelle disons, de globe, sauf si c'est la représentation du monde et la représentation globale telle que j'ai présenté ça un peu brièvement, et puis Giuseppe Marcocci l'a aussi fait par rapport à la cartographie. Mais par la suite, l'histoire globale, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être, en gros, ce qu'on peut appeler l'histoire transfrontière. Donc, l'histoire transfrontière, non pas nécessairement en termes des frontières des États, ou des frontières des États-nations, et même pas en termes des frontières entre les empires, mais disons des frontières plus ou moins conceptuelles, c'est-à-dire des frontières qui sont là présentées par les habitudes de travail qu'on a. Donc c'est une autre façon de penser l'histoire globale, précisément, comme je dirais, comme une espèce d'histoire connectée, où connecter veut dire briser les habitudes. Faire des connexions là où on ne les attend pas, et donc avoir un effet de surprise en quelque sorte. Et c'est aussi un peu ça le pari de faire ce genre d'exercice, c'est-à-dire on a parlé de diminishing returns to scale ou diminishing returns par rapport à certains types d'exercices, et le pari c'est souvent qu'en faisant ce genre de choses, on n'est plus dans le cadre d'un diminishing returns, mais plutôt de quelque chose de fécond. Alors là, il me semble intéressant plutôt aussi de poser la question, c'est la question que j'ai essayé de poser quelquefois à David Roxburgh, mais sans pouvoir trouver la bonne porte d'entrée. C'est la question de savoir, dans ces rencontres, dans ces mélanges, dans ces métissages, pour ainsi dire, pour revenir au vocabulaire que Serge Gruzinski avait proposé dans la colonisation de l'imaginaire et par la suite, est-ce qu'il est justifié ou est-ce qu'il est injustifié de penser au métissage aussi comme pas un sujet en tant que tel, mais quelque chose qu'on peut par la suite décortiquer et en quelque sorte faire des tranches plus fines. Pourquoi ça? Alors, si vous pensez par exemple au texte que Gruzinski avait publié quelques ans plus tard, au milieu des années 2000, La pensée métisse, là, il avait proposé qu'il y avait des passages assez différents. Dans certains cas, que pouvaient être les cultures visuelles, que pouvaient être les cultures textuelles, il y avait donc des mélanges possibles, des rencontres possibles où il y avait donc un résultat qui était
réussi en quelque sorte. Puis, il y avait des rencontres moins heureuses où il y avait soit un résultat inintéressant, soit pas de résultat du tout. Et finalement, au moins selon son modèle à lui, et que ça a été discuté, où il y aurait des passages où un élément n'avait pas besoin de se transformer, mais qui passerait directement et tout simplement tout en gardant son intégralité d'un contexte culturel à un autre. Donc, il a utilisé, par exemple, comme idée la philosophie d'Aristote, où il a proposé l'idée que c'est le genre de choses où ça passe pas, mais si ça passe dans son intégralité. Alors là, en écoutant ces communications, il me semble qu'on est plus ou moins dans un cadre où on peut revenir et réfléchir, et je vous ai promis pas plus qu'un bilan provisoire. Je reste sur cette idée d'un bilan, mais un bilan provisoire, en amenant des éléments venant de différentes parties du monde. Je pense que ce sont des occasions où on peut donc revenir à ce qu'étaient les modèles d'autrefois, même d'il y a 15 ans ou 20 ans. Et on peut donc revenir à ces questions des échanges. Et est-ce que c'est, en fin de compte, même utile de penser à classer les échanges et classer les métissages en termes de fécondité? Ou est-ce que, en fait, en termes d'exercice, c'est déjà inutile, ou il se peut que c'est même un espèce de faux exercice de penser en ces termes-là, d'essayer de faire une espèce de, sûrement pas en termes quantitatifs, mais même en termes qualitatifs, une différence entre ces passages. Cela ne veut pas dire que la proposition que j'avais faite dans un article écrit il y a 2 ans, que Craig Clunas a eu la gentillesse de citer, est totalement inutile. Là, je reviens sur l'essai que j'avais écrit sur qui a pour titre One Asia on Many, où j'avais donc essayé d'esquisser le type de rapport qu'il y avait entre différentes régions de ce qu'on appelle l'Asie. On aurait pu faire ça sur une échelle plus large, par exemple sur l'Eurasie. Et j'avais par exemple pensé à cette question qui m'a troublé depuis très longtemps, c'est-à-dire ce rapport très curieux et incertain qu'on a entre l'Inde et la Chine. L'Inde et la Chine, où pendant des longs siècles, avaient très très peu de rapports directs, même s'il y avait des mémoires, il y avait des traces. Et j'ai toujours été frappé par un petit texte qui a été publié et discuté par notre collègue Anand Yang, où il parle, par exemple, d'un moment donné à la deuxième moitié du XIXe siècle, quand il y a un soldat indien qui participe dans la suppression de la rébellion des Boxers, si je ne me trompe pas. Et alors, cet Indien, arrivant en Chine, est complètement dépaysé, il n'a pas de repères, il n'a pas de repères culturels, il crée une espèce de vision assez curieuse, parce que, d'une façon assez bizarre parfois, ça nous rappelle un peu le discours de Bandung, c'est-à-dire les deux pays. Alors, il est en train de lutter avec les Anglais contre les Boxers, mais il a aussi pas mal de sympathie pour les Boxers. Il voit ça entre beaucoup de guillemets comme un rapport entre deux pays face à un pouvoir occidental qui est en train d'opprimer ces différentes régions du monde. Mais derrière le texte, ce qui est vraiment extrêmement surprenant, c'est qu'il y a une espèce de vide, il y a une espèce de manque de mémoire, il y a un manque de rapport. Donc ça, c'est un cas où on peut parler de connexion et de manque de connexion. Et ça me reste toujours un cadre utile pour penser ce genre de choses. Il y a donc des passages de différentes sortes, il y a des mélanges, il y a des métissages de différentes sortes, sûrement, mais il y avait aussi ces espèces d'apories, pour ainsi dire, des passages qui n'existent pas. Cela est aussi extrêmement logique. Et je continue à penser que faire une histoire globale ou faire une histoire connectée, même avec son aspect visuel, ne veut pas dire qu'il faut forcément voir des connexions ou des rapports partout, même
quand il faut forcer le trait jusqu'à un point extrêmement artificiel pour arriver à ce genre de conclusion. Mais cela dit, je ne veux pas conclure sur un point qui peut sembler assez négatif. C'est plutôt pour dire que, mais là où on trouve les connexions, je pense qu'il reste quand même comme un défi de voir quelle sorte de modèle on peut employer pour penser ces connexions. Et en réalité, je pense que cette journée, au moins, m'a aidé et j'espère que ça a aidé tout le monde pour penser ce genre de questions. Voilà, donc mes quelques remarques. Et maintenant, donc, on a un peu de temps pour la discussion générale si vous avez envie.